Vous avez 48 heures. Faites vos valises et partez. Cette maison nous appartient désormais. Ma jeune sœur, Chloé, prononça ces mots en parcourant le salon du regard, ses yeux évaluant l'endroit comme si elle en estimait la valeur. Je m'appelle Marion. J'ai 30 ans. Je vis avec mes parents en banlieue de Lyon, travaillant comme ingénieur logiciel. Financièrement, je n'ai besoin de rien. Ce matin-là aurait dû être comme les autres, 5 heures du matin, mon moment préféré de la journée. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait la cuisine tandis que j'écrivais du code en silence. Ma propre routine sacrée. Cette maison a été construite par mon grand-père. Elle est vieille, un peu grinçante, mais c'est l'endroit que j'ai toujours aimé, l'endroit que j'ai protégé. Puis un bruit soudain brisa le calme. J'ai levé les yeux et elle était là, ma sœur Chloé, qui n'avait pas mis les pieds dans cette maison depuis des années. Et à côté d'elle se tenait son mari prétentieux, Julien. Marion, c'est un peu soudain, commença Chloé, sa voix aussi froide qu'un vent d'hiver. Avant que je ne puisse répondre, elle regarda de nouveau autour de la pièce et dit, « Tu as 48 heures. Fais tes valises et pars. Cette maison nous appartient désormais. » Pendant un instant, mon esprit fut complètement vide. J'ai cru que j'avais mal entendu, mais alors que je restais silencieuse, ma mère apparut de l'arrière du salon et ajouta comme pour enfoncer le couteau plus profondément. « Marion, écoute. Chloé et Julien peuvent mieux utiliser cette maison. Tu as toujours été seule, mais eux ont un vrai projet pour elle. » Quelque chose en moi se brisa à ces mots. Mais ce n'était pas un éclat de colère ou quelque chose d'aussi ardent. C'était quelque chose de plus froid, de plus vif et de bien plus précis. J'ai lentement levé la tête, j'ai regardé ma mère dans les yeux et j'ai dit, « Un projet ? Tu veux dire comme le genre où quelqu'un d'autre paie un crédit hypothécaire qui a été contracté sur cette maison ?» Son visage est instantanément devenu pâle. Puis j'ai tourné mon regard vers Chloé, qui avait l'air si suffisante un instant auparavant. « Es-tu seulement au courant du prêt de 150 000 euros ? » Ma contre-attaque calme laissa Chloé et Julien sans voix. Dans leur tête, ils n'avaient pensé qu'à « nous obtenons une maison gratuite ». Enfin, je me suis tournée vers mon père, qui regardait maladroitement le sol. « Papa, tu ne vas rien dire ? Est-ce ma prime de départ pour tout ce que j'ai fait ? 48 heures pour disparaître. C'est un rendement sur investissement plutôt terrible. » La pièce fut engloutie par un silence gênant. Il s'attendait probablement à ce que je pleure, à ce que je supplie, mais je ne me battrai plus selon leurs conditions. J'ai expiré, puis j'ai dit gaiement, presque joyeusement, « Bien, compris. Je vais commencer à me préparer. » Ce n'était pas une reddition. C'était une déclaration de guerre. Dans ma tête, le code avait déjà commencé à s'exécuter. Nom du projet, remboursement à la famille. Date limite, 48 heures. Un plan sans faille. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé la porte doucement. Pas une seule larme n'est tombée. Au lieu de cela, l'adrénaline a déferlé en moi. J'ai décidé de commencer par lister tous les biens. S'il pensait prendre la coquille de cette maison, je la dépouillerais de tout ce qui lui donnait de la valeur. Chaque once de confort, chaque fonction, chaque trace de valeur. Comprenait-il même pourquoi cette maison existait encore ? Il y a des années, mon père avait perdu ses économies de retraite dans une escroquerie, et les revenus à temps partiel de ma mère couvraient à peine ses habitudes de dépenses. Pour compenser, ils avaient emprunté une somme importante à la banque, utilisant cette maison comme garantie. Lorsque mon grand-père est décédé, le titre de propriété de la maison leur a été transféré. Ils l'ont utilisé pour obtenir le prêt, mais bien sûr, ils ont fait défaut sur les paiements. La maison était sur le point d'être saisie. Je me souviens encore de cette nuit. Mon père, la tête dans les mains devant l'avis de saisie, et ma mère suppliant, « Marion, tu peux arranger ça, n'est-ce pas ? Si tu rembourses, nous mettrons la maison à ton nom. » Les conditions de la banque étaient brutales. Rembourser immédiatement le solde impayé et apurer le capital restant plus les intérêts, 150 000 euros dans les 3 ans. Sinon, la maison serait mise aux enchères. C'est pour la famille, avait-elle dit. Avec ce seul commentaire, j'ai décidé de reporter mon propre rêve d'acheter une maison, quelque chose que je planifiais depuis 3 ans, et j'ai continué à effectuer les paiements mensuels avec diligence et sans faute.
Quand j'ai vu leur visage soulagé, j'ai pensé que j'avais fait la bonne chose. Mais ce n'était pas de la gratitude. C'était le regard de personnes satisfaites d'un porte-monnaie pratique. Et ce n'était pas seulement le prêt. Ce grand canapé en L dans le salon. Je l'avais acheté après des mois d'heures supplémentaires, imaginant la famille se détendre ensemble pour regarder des films. La télévision OLED de 65 pouces. Je l'avais acheté parce que papa avait dit un jour, les nouvelles télés de nos jours sont vraiment quelque chose. Quand la machine à laver est tombée en panne, j'en ai acheté une nouvelle. Le modèle haut de gamme avec sèche-linge. Quand le toit a fui, j'ai payé les réparations. Quand les murs se sont décolorés, je les ai repeints. J'avais tout investi dans ce projet appelé maison. Mon temps, mon argent et mon amour. Tout ce que je voulais, c'était que ma famille vive confortablement. Mais après avoir remboursé le dernier centime, voilà comment ils me remercient. Alors maintenant, dans les 48 heures, j'extrairai chaque morceau de ma vie de cet endroit en toute sécurité, complètement. Premièrement, je devais obtenir un allié externe essentiel pour cette opération, l'entreprise de déménagement. Il était encore tôt le matin. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé dans la barre de recherche, service de déménagement d'urgence Lyon, 24 heures. Quelques options sont apparues. Parmi elles, une entreprise se distinguait, Déménageurs Mont-Blanc. Les meilleures critiques et un site web élégant. Ça valait le coup. J'ai composé leur numéro. À ma surprise, un homme a décroché après quelques sonneries. Il s'appelait Daniel. Sa voix était rauque, mais professionnelle. Bonjour. Je suis terriblement désolé d'appeler si tôt, mais j'ai besoin d'un déménagement d'urgence aujourd'hui. J'ai expliqué la situation brièvement et désespérément. Au début, Daniel a semblé sincèrement déconcerté. Aujourd'hui, a-t-il dit, incrédule. Mais quand j'ai énuméré les articles à déménager, le canapé, la télévision, la machine à laver, l'ensemble de chaises de salle à manger, d'autres appareils électroménagers et mes affaires personnelles, son ton a changé. Il a probablement réalisé que ce n'était pas une fuite désordonnée. C'était un vrai travail professionnel. Très bien, nous devrons facturer des frais d'urgence, mais nous pouvons prendre des dispositions. Le plus tôt que nous puissions avoir une équipe sur place, voyons voir, midi aujourd'hui. Cela vous conviendrait-il ? Parfait. À cette heure-là, tout le monde serait généralement dehors, donc je pourrais effacer mes traces complètement. Oui, midi, s'il vous plaît. Et l'équipe pourrait-elle être aussi silencieuse que possible ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels. La phrase unique de Daniel m'a donné plus de réconfort que n'importe quelle conversation de consolation. J'ai raccroché, j'ai expiré et j'ai coché la première étape du plan. Tout ce qui restait était d'attendre l'exécution. J'ai ouvert le dossier des reçus et j'ai commencé à coller de petits post-it sur chaque chose à prendre. C'est à moi. Ça, c'est à moi. Celui-là aussi. Tout. Pendant les heures précédant midi, j'ai fait mes valises calmement. Mes parents et Chloé s'attendaient probablement à ce que je sois dans ma chambre, en train de sangloter. Leurs rires occasionnels venant du salon ne faisaient plus rien à mes nerfs. Cela ne s'enregistrait même pas comme un bruit de fond. À midi pile, l'interphone a sonné. L'équipe des déménageurs Mont-Blanc, dirigée par Daniel, est arrivée. Discret, efficace, professionnel. Je les ai rencontrés à la porte d'entrée et j'ai désigné les articles marqués de post-it. Ils ont semblé un peu surpris par mon calme, mais ils se sont tenus à la tâche et n'ont pas gaspillé un mot. Le premier à sortir fut le grand canapé en L, le symbole de l'unité familiale que j'avais autrefois imaginé. 2 déménageurs l'ont soulevé avec une aisance habituelle et l'ont transporté lentement à travers l'encadrement de la porte. En le regardant partir, je n'ai ressenti aucune tristesse. Au lieu de cela, c'était comme si une lourde chaîne avait été coupée. Ce n'était pas une relique sentimentale. C'était quelque chose que j'avais acheté avec mon propre argent, ma propriété, et je la récupérais. Ensuite, la télévision de 65 pouces a été démontée et enveloppée dans sa housse de protection. La machine à laver, le micro-ondes, le grille-pain. Ils ont été chargés dans le camion l'un après l'autre comme un peloton discipliné.
Un déménageur s'est arrêté en portant une chaise de salle à manger et a demandé « La table, ça va si on la laisse ?» Oui, la table appartenait à mon grand-père, mais ces chaises, je les ai achetées l'année dernière. Il a hoché la tête avec compréhension et a emporté les chaises avec soin. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne dépouillais pas la maison elle-même. J'extrayais avec une précision chirurgicale la valeur que j'y avais mise. Mon esprit, toujours d'ingénieur, est resté froid et concentré. Ce projet serait exécuté sans bog. C'est tout ce à quoi je pouvais penser. Après le départ silencieux du camion des déménageurs, je me suis tenue seule au centre de la maison. Les bruits domestiques que les meubles et les rideaux avaient absorbés avaient disparu. La maison ressemblait à une cathédrale, étrangement silencieuse. Une personne normale aurait pu être écrasée par un sentiment de perte à cette vue. Mais ce qui m'a rempli, c'est un étrange et féroce sentiment d'accomplissement et une anticipation excitée pour le prochain acte du spectacle. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai photographié le reçu du déménageur. Un enregistrement parfait du travail accompli. J'ai ensuite placé la clé de la maison doucement sur la table de la salle à manger où avait été la chaise. Je n'avais plus besoin de cette clé. J'ai pris mon ordinateur portable et je me suis dirigé vers un café voisin. J'ai commencé les démarches administratives pour un nouveau logement et j'ai attendu. Au moment précis où les 48 heures furent écoulées, ma montre connectée vibra doucement, le signal du début du spectacle. Regardant le coucher de soleil à travers la fenêtre du café, je sirotais un espresso. Juste à ce moment-là, mon téléphone s'illumina avec un appel. Maman. Un appel du public après le premier acte, peut-être. Bien sûr, je n'ai pas décroché. J'ai laissé la messagerie prendre l'appel et j'ai écouté. Au haut-parleur, il y avait la voix hystérique de Chloé et les tentatives affolées de ma mère pour la calmer. Il n'y a rien dans la maison, maman. Elle est vide. Marion a tout volé. Elle a tout pris, cria Chloé. Calme-toi, Chloé. J'ai essayé de joindre Marion au téléphone, mais elle ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe ? La voix de ma mère tremblait de panique. De l'autre côté, j'entendais ma mère s'effondrer. Son scénario était que je pleurerais, ferais mes valises misérablement et partirais. Et ensuite Chloé et Julien vivraient confortablement. Elle n'avait jamais rêvé que tout le décor disparaîtrait. J'ai envoyé un bref SMS à ma meilleure amie et avocate, Juliette. Le rideau est levé. Maintenant, nous attendons l'entrée de l'avocate. Sa réponse rapide fut rassurante, popcorn prêt. J'ai commandé un autre espresso et j'ai attendu l'appel de mon père. Comme prévu, son numéro est apparu quelques minutes plus tard. Je l'ai également envoyé à la messagerie vocale. Sa voix sur l'enregistrement semblait moins en colère que perplexe. Marion, qu'as-tu fait ? La maison. Elle est vide. Rappelle-moi. Tu es allé trop loin. Trop loin ? Vous m'avez poussé à payer 150 000 €. J'ai travaillé sans relâche pour cette famille, et ensuite vous m'avez jeté dehors sans y réfléchir à deux fois. Ce n'est pas trop loin. C'est ce que vous êtes. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai laissé sur la table. Ainsi, le bruit ne me dérangerait pas. J'ai siroté mon café lentement, les imaginant arpenter une maison vide. Le lendemain matin, j'étais au cabinet d'avocat de Juliette, un espace moderne en verre. Elle m'a tendu une tasse de tisane et a souri malicieusement. Alors, le château vide d'hier soir a fait pas mal de bruit. J'ai écouté les messages vocaux. C'est la panique totale. C'était l'acte d'ouverture parfait, mais ce n'était que l'ouverture. Le plat principal arrive, dis-je. J'ai posé l'épais dossier de reçu et une vieille photo de mon grand-père, François, sur la table. Juliette a feuilleté les reçus et a exhalé son appréciation devant le volume. C'est remarquable, une preuve parfaite. La propriété des meubles et des appareils électroménagers est indiscutablement la vôtre. Même s'il crie au vol, la police traitera probablement cela comme une affaire civile. Tu vois, mais c'est là que le vrai travail commence. Juliette, je ne te demande pas de jouer la défense. Je veux qu'on passe à l'offensive. J'ai montré la vieille photographie de mon grand-père. Sur celle-ci, François soulevait une petite fille, moi, sur ses épaules,
souriant d'une joie non dissimulée. Il avait construit cette maison de ses propres mains, fier et têtu jusqu'à la fin. Cette maison appartenait à l'origine à mon grand-père. J'ai toujours cru que mes parents l'avaient héritée légalement, mais quelque chose ne colle pas. La façon dont mon père a paniqué, c'était comme s'il était terrifié que je découvre quelque chose. L'expression de Juliette s'est instantanément aiguisée. L'avocate en elle s'est réveillée. Elle a posé sa tasse de thé et s'est penchée en avant. Je vois. Donc, vous pensez que le processus de succession n'a pas été transparent ? Très bien, nous allons fouiller. Si nous vérifions le registre du département et les registres des testaments, nous pourrions trouver quelque chose. Donnez-moi le nom complet de votre grand-père et la date approximative de son décès. Je lui ai donné tout ce que je savais. Elle m'a serré l'épaule fermement. Laissez-moi faire. Vous avez déjà fait le pas le plus difficile, récupérer votre propre vie. Laissez les professionnels s'occuper du reste. Quand j'ai quitté son bureau, le ciel de Lyon était d'un bleu douloureux, presque moqueur dans sa luminosité. Pourtant, pour la première fois depuis des années, je me sentais calme. Ce n'était plus seulement mon combat. Et au fond de moi, je savais que la vérité qui attendait de faire surface serait bien plus grande que tout ce que je pouvais imaginer. Ces personnes errant encore dans cette maison vide n'avaient pas encore idée que ce qu'elles étaient sur le point de perdre était bien plus précieux que de vieux meubles. 2 jours plus tard, un court SMS de Juliette est apparu sur mon téléphone. Viens au bureau maintenant. Même à travers ces quelques mots, je pouvais sentir son excitation à peine contenue et un fil de fureur professionnelle. Lorsque j'ai ouvert la porte de son bureau, elle fixait sombrement son écran. Dès qu'elle m'a vu, elle a tourné sa chaise. Marion, accroche-toi. J'ai trouvé quelque chose d'énorme. Sur l'écran se trouvait un document juridique numérisé, officiellement enregistré et scellé au greffe du tribunal de grande instance de Lyon. Titre, Dernière volonté et testament de François Dubois. Le nom de mon grand-père. Tes parents t'ont dit qu'il n'y avait pas de testament quand il est décédé, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle. Oui. Ils ont dit qu'ils n'en avaient jamais fait, donc la succession est allée à son conjoint et à ses enfants selon la loi de l'État. C'était un mensonge. Un gros mensonge. Juliette cracha les mots presque comme une malédiction. Elle a déplacé la souris et a zoomé sur la section pertinente du testament. Au milieu du langage juridique dense, une phrase incroyable se détachait, écrite clairement et sans équivoque. Tous les biens immobiliers, y compris le terrain et la résidence située dans la banlieue de Lyon, seront légués uniquement à ma petite-fille bien-aimée, Marion Dubois. Mon souffle se coupa. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire exactement ce que ça dit. Dès le décès de votre grand-père, la maison vous appartenait légalement. Vos parents et Chloé n'avaient aucun droit d'héritage. Ils le savaient et vous l'ont caché, vous ont trompé, et ont même essayé de vous expulser d'une propriété qui était légalement la vôtre depuis le début. Ce n'est pas un différend familial. C'est une fraude et un abus de confiance. Alors que j'écoutais l'explication calme de Juliette, des fragments de souvenirs passés ont commencé à s'assembler dans mon esprit comme les pièces d'un puzzle. Le jour où mon grand-père a marqué ma taille sur le pilier et a dit « Un jour, ce sera toi qui protégeras cette maison ». Ce n'était pas juste un charme doux ou un geste aimable. C'était un message pour moi, un message pour mon avenir. Maintenant, je comprenais pourquoi mes parents acceptaient mes sacrifices si facilement. Pourquoi mon père avait toujours l'air mal à l'aise quand le sujet de la maison était abordé. Ils vivaient sous une peur silencieuse qu'un jour je découvre ce qu'ils avaient enterré. Ils engourdissaient leur culpabilité avec ma gentillesse. Au-delà de la colère, une résolution froide et absolue a jailli du plus profond de mes entrailles. S'il y avait une vérité qu'ils avaient essayé de cacher, n'était-ce pas mon devoir final en tant que petite fille de l'exposer au grand jour ? Je me suis tournée vers Juliette et j'ai parlé doucement, mais avec une clarté indubitable. Juliette, apprends-leur la réalité. Avec plaisir. C'est pour ça que je suis là. Juliette a affiché un sourire féroce comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Le lendemain, une lettre recommandée portant le nom de Juliette est arrivée au domicile familial. Elle contenait 2 annexes.
La première, un avis formel affirmant ma propriété de tous les meubles et appareils électroménagers achetés, avertissant que toute fausse accusation de vol entraînerait un procès en diffamation. La seconde, une copie du testament de François Dubois, les informant officiellement que le propriétaire légitime de la propriété était Marion Dubois. Elle avertissait que mes parents et la famille de Chloé étaient désormais en occupation illégale et conseillait une évacuation immédiate. Juliette m'a dit plus tard que, cet après-midi-là, mon téléphone avait été inondé d'appels. Des dizaines, des centaines, de tous les membres de la famille. Elle n'en a répondu qu'à un seul. Celui de ma mère. « Passe-moi Marion. J'ai besoin de lui parler, cria ma mère. La voix de Juliette, dit-elle, était froide et précise. Marion ne vous parlera pas. Toute correspondance future devra passer par ce bureau par écrit. De plus, veuillez noter que des dommages-intérêts s'accumulent quotidiennement pour occupation illégale. Cette seule déclaration laissa ma mère sans voix et l'appel se termina brusquement. Il m'avait toujours considéré comme l'émotive. Facile à culpabiliser, facile à contrôler. Mais maintenant, il faisait face à quelque chose que l'émotion ne pouvait pas faire bouger. La loi elle-même. Bien sûr, ils n'ont pas accepté la défaite. Ils ont engagé un avocat local et ont tenté de contester le testament, affirmant que François était âgé, incapable de jugement sain. Ou que Marion l'avait manipulé. Mais Juliette avait déjà anticipé chaque mot. En quelques heures, elle a soumis des preuves, les résultats d'un examen médical effectué quelques semaines avant la signature du testament et une vidéo de mon grand-père, les yeux vifs et riants, participant à un tournoi d'échecs local. Sa vivacité mentale ferait honte à la plupart des trentenaires. Leur défense désespérée s'est effondrée devant le tribunal. Le juge a confirmé le testament dans son intégralité et a émis un ordre d'expulsion formel contre mes parents et la famille de Chloé. Le dernier week-end où ils ont été autorisés à rester dans la maison, je l'ai visité avec Juliette. Bien sûr, pas pour y entrer, mais pour une réunion avec l'agent immobilier. Oui, j'avais décidé de vendre cette maison. Les souvenirs de mon grand-père resteraient en sécurité dans mon cœur. Je pensais qu'il était préférable de rompre les liens du passé aussi physiquement. Alors que nous parlions avec l'agent devant la maison, Chloé a soudainement surgi de l'intérieur, le visage déformé par la colère et la jalousie. « Marion, comment oses-tu ? Penses-tu pouvoir t'en tirer en faisant ça ? Que je m'en tire ou non, c'est au tribunal de décider. Oh, et assure-toi de payer les dommages et intérêts pour la période d'occupation illégale. Et je suis sûre que les honoraires de votre avocat seront également considérables, n'est-ce pas ? » J'ai souri chaleureusement. À côté de moi, Juliette se tenait les bras croisés, regardant Chloé avec un calme glacial. Chloé s'est mordu la lèvre de frustration, sans voix. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi, et c'est ce qu'elle ne supportait pas le plus. À travers l'interstice du rideau, je pouvais voir mes parents jeter un coup d'œil depuis l'intérieur de la maison. Ils n'avaient même plus le courage de me faire face. Pathétique. Ils avaient tout perdu. La confiance familiale, la réputation qu'ils avaient bâtie pendant des décennies, et maintenant même leur maison. Tout cela était le résultat de leur propre choix. La maison s'est vendue étonnamment vite. C'était une maison bien construite dans une banlieue tranquille de Lyon. Lorsque l'agent immobilier a appelé pour confirmer que la vente avait été conclue, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Pour la première fois depuis des années, un long et épuisant projet était enfin arrivé à son terme. Comme ordonné par le tribunal, mes parents et le mari de Chloé, Julien, ont quitté la maison à la date limite d'expulsion, s'éclipsant pratiquement au milieu de la nuit. Tout ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est de la vaisselle bon marché et usée, et une pile de factures de services publics impayées. L'argent de la vente est devenu la base de ma nouvelle vie. J'en ai utilisé une partie comme acompte pour mon nouvel appartement et j'ai investi le reste judicieusement. Je n'avais plus à dépenser mon argent durement gagné pour les besoins de quelqu'un d'autre. Chaque centime pouvait désormais être consacré à mon propre avenir. Selon des parents éloignés, les choses ne se sont pas bien passées pour eux par la suite. Lorsque Chloé et Julien ont perdu les biens sur lesquels ils comptaient, leur mariage s'est rapidement désintégré. Le travail de vendeur ostentatoire de Julien ne pouvait pas suivre les habitudes de dépenses de Chloé ou le loyer de leur nouvel appartement. La dernière nouvelle que j'ai eue,
c'est qu'ils étaient en plein divorce, et Chloé faisait du canapé surfing à Montpellier à la recherche de travail. Mes parents ont eu encore pire. La nouvelle du testament caché s'est répandue rapidement dans la communauté où ils vivaient depuis des années. Obsédés par les apparences, ils ont déménagé loin de Lyon dans un petit appartement loué dans une ville rurale. Mon père, dépouillé de sa fierté, a perdu toute motivation, tandis que ma mère continuait à se plaindre à quiconque voulait l'écouter que tout était la faute de Marion. Perdre leur maison et leur statut social n'était pas suffisant pour équilibrer la balance. Juliette se préparait déjà à porter plainte au pénal pour dissimulation de testament. Le prix qu'ils paieraient ne serait plus seulement financier. Le jour où ils devraient faire face à leur culpabilité derrière les barreaux approchait. Même en entendant des rumeurs de leur chute, mon cœur ne s'est pas ému. Il ne restait plus de haine, plus de colère, seulement un calme, une indifférence inébranlable. Cela, plus que tout, prouvait qu'ils ne faisaient plus partie de l'histoire de ma vie. J'ai bloqué tous leurs numéros. Ils ne connaissaient pas ma nouvelle adresse. Physiquement, numériquement, émotionnellement, j'avais coupé tous les liens. Ce qui a suivi a été une pièce si profonde qu'elle a presque semblé irréelle. Quelques mois plus tard, j'ai pris une décision majeure, reconstruire mes fondations à partir de zéro. J'ai quitté Lyon et j'ai déménagé à Toulouse. Je voulais une table rase, un endroit intouché par le passé. Heureusement, une start-up de technologie verte là-bas a reconnu mon expérience et m'a offert un poste de chef de projet. L'indépendance financière, je l'avais déjà atteinte. Mais à Toulouse, dans cette nouvelle vie, j'ai enfin acquis aussi l'indépendance émotionnelle. Je n'avais plus à marcher sur des œufs pour les humeurs de qui que ce soit ni à me sacrifier pour plaire aux autres. Je tenais fermement le volant de ma vie entre mes propres mains. Et ce sentiment de contrôle était la forme la plus pure de force que j'ai jamais connue. Environ un an après m'être installée à Toulouse, Juliette est venue me rendre visite pendant ses vacances. Nous avons célébré tranquillement dans mon nouvel appartement. Elle a regardé autour d'elle, son expression s'adoucissant. « Cet endroit est magnifique », a-t-elle dit. « Il te ressemble tellement. » « C'est grâce à toi, Juliette. Sans toi, je serais peut-être encore enchaînée à cette maison. » Non, elle a secoué la tête. « Je t'ai juste montré la voie légale. C'est toi qui t'es levé et qui as exécuté ce plan fou et brillant de 48 heures. Cette force était entièrement la tienne. » Elle avait raison. J'avais été forte depuis le début. Pendant des années, j'avais vécu sous la malédiction de la famille, doutant de ma propre valeur, mais je n'avais jamais été faible. Le courage de croire en moi, de dire non à l'injustice, avait toujours été là, attendant de se réveiller. Peut-être que tout ce qui s'était passé n'était qu'un traitement rude mais nécessaire pour réveiller ce lion endormi en moi.